Charlemagne. C'est un nom qui résonne dans toute l'histoire de l'Europe. Mais qui était-il vraiment derrière la légende? Un bâtisseur de génie? Un conquérant sans pitié? Allez, on va plonger ensemble dans l'histoire de ce personnage monumental pour essayer de séparer l'homme du mythe. On l'appelle souvent le père de l'Europe. Rien que ça, c'est une affirmation plutôt forte. Mais est-ce que ce titre est vraiment mérité? Ou est-ce que c'est, le début d'une légende qui a été construite bien après sa mort? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider tout au long de cette exploration. Et la complexité, elle commence tout de suite. Ça fait 1200 ans que deux grandes nations, la France et l'Allemagne, se le disputent. Chacun veut son Charlemagne. Pour les Français, l'histoire de la nation commence souvent avec Clovis ou alors avec Charles le Chauve, son petit-fils. Pour les Allemands, par contre, il est vu comme le père fondateur du premier grand empire germanique. Cette espèce de bataille pour sa mémoire, ça nous en dit déjà très long. Ok, mais avant de parler de son héritage, faisons un petit retour en arrière. Comment est-ce qu'une famille, qui n'était même pas de sang royal à la base, a bien pu arriver au sommet du pouvoir? Leur secret, en fait, ce n'était pas le sang bleu, non, c'était une stratégie économique hyper maligne. Les ancêtres de Charlemagne, les Pipinides, bien avant de rêver d'une couronne, étaient ce qu'on appelait les maires du palais. Ils ont bâti leur pouvoir, leur fortune, en contrôlant les routes commerciales clés, le long de la Meuse, du Rhin, des zones super riches en ressources, notamment en fer. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On finance des armées, on s'achète des loyautés. C'est comme ça qu'ils sont devenus incontournables. Et puis vient l'étape suivante, un véritable coup de maître politique, l'alliance avec le pape. En 751, le père de Charlemagne, Pépin le Bref, pose au pape une question toute simple mais terriblement efficace. Qui mérite d'être roi? Celui qui a juste le titre ou celui qui a le vrai pouvoir? La réponse du pape, c'est une occasion en or. En échange d'une protection militaire contre les Lombards en Italie, l'Église leur offre ce qui leur manquait, la légitimité divine. C'est ce pacte qui va tout changer, avec son point d'orgue en l'an 800. Le jour de Noël, Charles est couronné empereur à Rome. Il devient Charlemagne. Alors voilà, il est empereur. Mais maintenant, le vrai défi commence. Comment on fait pour gouverner un empire aussi gigantesque, avec des peuples qui parlent des langues différentes, qui ont des coutumes différentes? Sa réponse, ça va être un programme d'unification et de réforme absolument dingue pour l'époque, ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Le cœur de sa vision politique, c'est une idée à la fois simple et radicale, l'imperium Christianum, l'empire chrétien. Pour lui, c'est clair, pas d'unité politique sans unité religieuse. L'empire et la chrétienté, c'est la même chose. Du coup, le baptême devient bien plus qu'un simple sacrement. Ça devient un acte politique. C'est ce qui fait de tout un chacun un membre de l'empire, que l'on soit franc, lombard ou saxon fraîchement conquis. Et cet effort d'unification, on le retrouve partout. L'historien Stéphane Weinfurter parle d'un projet de clarification. L'idée, c'est de rendre le monde plus simple, plus ordonné, plus lisible. Pour l'administration, par exemple, il met en place les missi dominici. C'est un duo, un comte et un évêque qui sillonnent l'empire pour vérifier que ces ordres sont bien appliqués partout. Côté culture, il impose une nouvelle écriture, la minuscule caroline, bien plus claire pour que les textes circulent plus facilement. Et pour l'économie, il crée une monnaie unique, le denier d'argent, pour faciliter le commerce dans tout cet immense territoire. Seulement voilà, ce magnifique édifice, il avait une faille énorme. L'unité que Charlemagne avait construite, presque à la force du poignet, elle n'allait pas durer. Et la faille, la voilà, une contradiction totale. D'un côté, on a l'idée romaine d'un empire unique, indivisible. Et de l'autre, la coutume des Francs, une tradition germanique qui veut que l'héritage d'un père soit partagé en parts égales entre tous ses fils. Charlemagne lui-même avait d'ailleurs prévu de partager son empire, mais le hasard a fait qu'un seul de ses fils lui a survécu, Louis le Pieux. Le problème a juste été repoussé d'une génération. Et forcément, à la génération suivante, tout explose. Quand Louis le Pieux meurt, ses trois fils, Lothaire, Louis et Charles, se lancent dans une guerre sans merci pour le pouvoir. C'est une guerre fratricide, terrible. L'aîné, Lothaire, veut tout garder pour lui, mais ses deux frères s'allient contre lui. Le point culminant, c'est la bataille de Fontenoy en Puisaye, un véritable bain de sang qui va briser l'unité de l'Empire pour de bon. Finalement, épuisés par cette guerre civile, les trois frères finissent par trouver un accord. Et ce compromis, c'est le fameux traité de Verdun en 843. C'est un moment absolument clé, un des actes de naissance de l'Europe telle qu'on la connaîtra plus tard. Alors regardons un peu ce que ça donne sur une carte. À l'ouest, on a Charles le Chauve, qui récupère la Francie occidentale. C'est, en gros, l'ancêtre de la France.
À l'est, c'est Louis le Germanique qui hérite de la Francie orientale, le noyau de la future Allemagne. Et au milieu, Lothaire garde le titre d'empereur et un royaume tout en longueur, la Francie médiane, qui va de la mer du Nord jusqu'en Italie. Et c'est là, précisément là, que le futur drame de l'Europe se met en place. Ce royaume du milieu, cette longue bande de terre, il n'a aucune cohésion, il est quasi impossible à défendre. Très vite, il va se disloquer. Et ces territoires, comme la Lotharingie, la Lorraine, ça vous dit quelque chose, vont devenir le champ de bataille entre la France et l'Allemagne pour les 1000 ans à venir. Rien que ça. Et cette division, elle nous ramène directement à notre point de départ, à cette question, mais alors, à qui appartient Charlemagne ? Parce que chaque nation va se construire sa propre histoire, son propre récit national. En France, on a souvent insisté sur une continuité qui remonte à la Gaule, puis à Clovis, et on a vu le royaume de Charles le Chauve comme la vraie naissance du pays. En Allemagne, au contraire, on a mis l'accent sur la lignée impériale, de Charlemagne jusqu'aux empereurs du Saint-Empire. Il est devenu le premier Allemand, en quelque sorte. Et tout ça nous amène à cette citation de l'historien Johannes Fried. Écoutez bien, parce qu'elle est à la fois fascinante et un peu vertigineuse. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les sources sont tellement limitées qu'essayer de savoir qui était vraiment Charlemagne, ce qu'il pensait au fond de lui, c'est presque mission impossible. Ça relève de l'imagination. On a les faits, oui, on a les chroniques, mais l'homme, lui, nous échappe en grande partie. Ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est autant le personnage historique que toutes les couches de mythes que chaque époque a projetées sur lui. Au final, on se retrouve face à un paradoxe immense. D'un côté, le rêve de Charlemagne, celui d'un empire chrétien uni, a nourri l'idée même d'Europe pendant des siècles. Mais de l'autre, le partage de ce même empire a créé les lignes de fracture, les frontières qui ont été au cœur des conflits européens pendant 1000 ans. Alors, Charlemagne, l'architecte de l'unité européenne, ou au contraire le père involontaire de ces divisions ? La question, elle, reste ouverte.